toujours rester et piller nos ressources pour le confort des populations par là-bas. Donc, alors que les Africains ont besoin de vivre aussi. Donc, nous nous devons de nous ressaisir, et je m'adresse à nos frères africains, nous sommes panafricanistes, nous souhaitons former un bloc africain, puisque tous les autres continents, pour la plupart, se sont constitués en bloc. Nous préférons rester éparpillés, de petites populations, 17 millions ici, 4 millions des fois même en Mauritanie. Ce n'est pas un pays. Il faut faire un bloc. Développer les liens de communication. Qu'il y ait des trains qui y vont, ça et là, des bateaux, des avions. Tout ça dans un cadre économique soutenu grâce à une formation des cerveaux, des jeunes, pour disposer de sa propre liberté et de ne se consacrer qu'au bien-être de ces populations. C'est comme ça que fonctionne l'ordre. Les pouvoirs en place dans ces pays-là sont très contrôlés. Et il faut qu'on arrive à une chose qui est symbolique, c'est que les urnes ne doivent plus être en bois, c'est terminé. Ça doit être transparent, qu'on voit très bien qu'il n'y a rien dedans avant de démarrer quelconque vote. Il faut commencer par le commencement. Il faut que tous signent des traités qui les obligent à respecter la volonté des populations. On ne peut pas venir abuser de la confiance des gens qui vous ont élus et ne jamais vouloir quitter le pouvoir. Ça doit être terminé. Désolé, le temps monte un peu parce que tellement on a tendance à... Voilà. Non, mais le cas de l'Afrique est un cas éloquent parce que Dieu nous a tout donné pour être heureux. Hein? Ne serait-ce que le soleil qui sort tous les jours ici. Nous, on vit en Europe, on peut rester 2 semaines, on ne voit pas le soleil. Et avec ce soleil, on fait beaucoup de choses. L'électricité, on peut donner la lumière à tout le monde grâce à ce soleil-là. Vous allez à Dubaï, dès 16 heures, tous les immeubles sont illuminés grâce à l'énergie solaire. Ici, Dieu nous a donné cet ensoleillement tout le temps, on n'en fait rien du tout. Vous prenez le cas des ressources halieutiques, la mer, mais ça ne profite pas aux populations non plus. C'est la nature qui l'a amené à l'homme. Mais ils ne sont même pas capables de mettre des pirogues, du moins pas des pirogues, des chalutiers. Parce que les pirogues qu'il y a là, je donne le cas du Sénégal, c'est nos aïeux qui les ont conçus il y a plus de 400 ans. Qui ont coupé des arbres, qui les ont rafistolés les unes les autres pour faire quelque chose qui n'est pas conçu pour la haute mer. Donc c'est dangereux. Alors pendant ce temps, il y a des chalutiers qui bien entendu, allaient embaucher du monde. Ils seraient 15 ou 20 par chalutier pour pouvoir mener une activité de pêche qui profite à la dignité humaine. Parce qu'ils auraient du travail, ils auraient des revenus et ils pourraient donc s'assumer. Mais on est dans un tourbillon par manque de vision de ceux-là qui dirigent les pays. C'est ça la vérité et la catastrophe de nos populations, enfin du moins de nos pays en Afrique. On demande le pouvoir, mais on ne sait pas quoi faire avec. Même faire du bon pain, ils ne savent pas faire. Nous, on le voit, hein? On voit comment le pain est fait de l'autre côté. Et ici, c'est symbolique le pain. Hein? Le pain ici, il est vide. Mais le président ne s'en occupe pas. Lui, il a peut-être les croissants le matin, des choses que... Voilà. Même si ça ne fait pas partie de notre culture. En tout cas, permettre la liberté d'expression aux populations qui désignent des gens qui soient respectueux de leur volonté. Je m'en arrête là. On aura l'occasion peut-être de revenir sur d'autres sujets, mais l'Afrique nous fait beaucoup mal et nous devons de faire un bloc. Le panafricanisme, il n'y a que cette solution-là. Nous y croyons. J'en ai terminé. Voilà. Attends. Micro. Hein? Les micros. Voilà. Salam alaikum. Je passe mon bonjour à toute la séance présente, les gens présents. Et je suis Tchemoko Diakité. Je suis précédemment professeur d'économie-gestion en France. J'ai fait valoir mes droits à la retraite et je gère un organisme de formation professionnelle en comptabilité et gestion dans le cœur de mon métier. Alors moi, ce qui m'a surtout émerveillé, c'est le courage des amis comme Maître Saïd Larifou et d'autres qui, eux, ont sacrifié, ont vraiment abandonné toute activité pour aider PASTEF à aller au-delà de
à aller vers ces objectifs. Et ce qui m'a surtout en plus émerveillé, c'est que les déplacements qu'on a faits en Europe et tout, c'était en compagnie de cet ami Saïd Larifou, notamment à la Commission des droits de l'homme à Genève. Nous avons vraiment été présents et ça a été vraiment un combat, mais à la hauteur des enjeux. Au tout départ, moi j'étais un peu en retrait, parce que je me suis dit, ce qui se passe au pays, ça va s'arranger. Mais plus ça allait, moins les choses étaient il y avait moins de promesses pour l'avenir. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que au tout départ, moi j'étais secrétaire général des étudiants du Parti socialiste, sous Senghor. Donc, avec votre permission, je vous dirai, Khalifa Sall, qui est actuel challenger, qui a été battu effectivement, il était dans les jeunesses socialistes. Quand moi j'étais dans le mouvement, j'étais chargé des finances. Cet homme, enfin, cette organisation m'a vraiment poussé à aller vers la bataille, parce que je me suis dit, jamais nous n'avons connu le phénomène qui se passe aujourd'hui au pays. On a vu des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui ont perdu, comment dirais-je, la vie, des gens qui ont perdu leur ménage, et tant d'autres phénomènes. Et donc on ne pouvait pas rester plastique par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi moi, en réalité, je me suis impliqué aux côtés, surtout, curieusement, parce que j'aurais dû être le fer de lance, mais c'est des amis comme Saïd Larifou qui nous ont insufflé le combat vers l'international, la CPI, et ainsi de suite. Et donc, pour ma part, je crois que je ne peux pas aller au-delà de ce qu'il a dit. Je remercie encore une fois Saïd et aussi l'ami Babacar Fall. Et puis voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça, et puis pour ne pas monopoliser la parole, parce qu'il y a d'autres qui doivent attendre. Je vous remercie. La casquette. Bon, voilà, tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont initié cette conférence, à savoir mon très cher ami Saïd Larifou. C'est bien que chacun se présente. Bon, moi, je me nomme Moustapha Diallo, je suis membre de PASTEF Sénégal, patriote africain pour le travail d'éthique de la fraternité. Donc, voilà, comme je l'ai dit, je tiens à le remercier de m'avoir convié à cette conférence de presse, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Donc, cette conférence a pour objectif de remercier en quelque sorte le peuple africain. Mais moi, je tenais à lui remercier personnellement d'avoir contribué beaucoup à cette lutte qu'on a menée depuis 2021 jusqu'à nos jours. Je me rappelle de ses plaidoiries au niveau de la Cour suprême, où il disait, voilà, aux juges que voilà, j'ai fait plus de 10 000 km pour venir plaider ici, s'il vous plaît, c'est au moins de regarder ne serait-ce que cela et appliquer le droit. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole, je pense que l'essentiel a été dit par mes prédécesseurs. Moi je suis juste là pour matérialiser l'unité africaine qu'on a toujours prônée. Donc je pense qu'au-delà des discours que l'on prononce, donc il est aussi important parfois de matérialiser cela, c'est-à-dire d'assister aux activités des autres pays, même si par exemple ce n'est pas, comment dire, ça ne te concerne pas personnellement, mais voilà, tu dois en faire une affaire personnelle. Parce que cette lutte qu'on vient de gagner d'ailleurs, ça n'a pas été seulement que sénégalais. Donc beaucoup d'Africains se sont mobilisés un peu partout dans le monde pour vraiment qu'on puisse y arriver. Donc je pense que si nous faisons aussi la même chose pour d'autres pays,
on pourra libérer d'autres peuples. Donc j'insiste là-dessus, il faut vraiment que l'Afrique soit unie. Et voilà, le PASTEF, en l'occurrence, le président Ousmane Sonko l'a toujours prôné. Donc je me rappelle bien d'un extrait de son discours lors de sa libération au mois de mars 2021, lorsqu'il disait « Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie et de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je pense que... Ah ouais. Je pense que pour y arriver, on doit être soudés, on doit vraiment mener des actions communes. Je me rappelle bien lorsque le peuple comorien avait des difficultés avec Azali qui les massacrait. J'étais là en tant qu'Africain pour lui apporter notre soutien. Je pense que ce sont ces genres d'activités-là qu'on doit intensifier un peu partout en Afrique pour vraiment permettre à l'Afrique vraiment de rehausser son niveau au niveau mondial. Donc voilà, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. On le doyen. Vous n'aurez pas de mal à faire du montage. Il va se déplacer en fait. Ouais. Montage, vous n'êtes pas le marqué. Je voulais vous présenter quand même, je ne l'ai pas fait. Vraiment, j'avais. Beaucoup de gens me confondent, je ne suis pas avocat. Parce que quand on a fait Genève ensemble, et donc il y avait Juan Branco et Maître Larifou, et moi je suis plutôt un consultant dans les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Et le panafricanisme, je l'ai essayé. J'ai sillonné beaucoup de pays pour aider l'Afrique à sortir de l'ornière. Mais souvent, c'est un secteur qui fait peur aux dirigeants. Ça ouvre le pays au monde. Voilà. Bon, maintenant, c'est Ousseynou Fall. Voilà, donc, Maître Ousseynou Fall, qui est un des membres éminents du pool d'avocats, l'ex-pool d'avocats de M. Ousmane Sonko et de PASTEF. donc Je dois procéder je vous remercie beaucoup. Et je m'excuse du retard. C'est dû à certaines impondérables du Ramadan et une grippe méchante qui m'a terrassé après la victoire. J'ai tellement jubilé que... voilà. Donc, nous sommes contents. Enfin, je suis particulièrement content de revenir ici au lendemain de la victoire de notre client Ousmane Sonko. Il faut le dire, à un certain moment, on était à bout de souffle. On était à bout de souffle parce que on y croyait et souvent on avait l'impression d'être des faire-valoir d'une justice qui s'est déjà arrêtée où les dés étaient déjà jetés. Donc, c'est un sentiment de soulagement. Et je dirais, on est vendredi saint, je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant. Parce que si on est arrivé là, c'est parce qu'il y a une main invisible, une volonté divine qui a voulu que cette injustice, et cette injustice a assez duré avec le régime de Macky Sall. Macky Sall, il faut le dire, a inventé toutes sortes de mensonges, des mensonges d'État, des complots. On se rappelle de l'affaire Adissar. On se rappelle on est même allé jusqu'à l'accuser de vol de portable devant sa demeure, alors que c'était un vendredi saint où il allait à la mosquée. Si j'insiste sur vendredi, c'est parce qu'on est vendredi. Et j'ai toujours dit qu'en fait, on est vendredi saint et Inch'Allah, Ousmane Sonko candidatera. Et Ousmane Sonko a candidaté. Même si c'est par un plan B ou par un plan C,
en tout cas, le passé au pouvoir. Donc, je salue un peu cette victoire, nous autres, surtout avocats, nous autres juristes, dans la mesure où dans son projet, Ousmane Sonko affirme surtout des valeurs fondamentales, des valeurs tenant aux droits fondamentaux, aux droits humains, à la liberté d'expression, des droits, des valeurs tenant à l'indépendance de la justice, des valeurs tenant au respect de la présomption d'innocence, des valeurs tenant au respect de la dignité des détenus. Et je sais que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont bien placés pour en parler. Bassirou Diomaye Faye nous a dit qu'il a été détenu plusieurs mois durant, dans une cellule avec 2 autres personnes, une cellule d'à peine 7 mètres carrés. C'est pour vous dire quelle injustice, quelle ignominie avec ces régimes. Qu'est-ce qu'ils ont bavé, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Donc, je rends encore grâce à Dieu de Tout-Puissant. Que ces gens-là, que justice leur soit rendue. Nous, particulièrement, collectif de la défense de Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces procédures? C'était des procédures fast-track. C'est-à-dire, on malmenait carrément, on tordait le cou aux règles élémentaires de procédure. On ne respectait pas les délais de procédure, les délais d'appel. Tout ça pour éliminer Ousmane Sonko. Si on pouvait le détruire, on l'aurait détruit. Si on pouvait le tuer physiquement, on l'aurait fait. Mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Dieu a voulu qu'Ousmane Sonko vive ainsi qu'Assane Diomaye Faye jusqu'à ce que la justice le soit rendue. Excusez-moi, comme mon Damouba est fan, nous autres les fans, on a un peu le sang chaud. Ah oui, ça. Et on dit, on a l'habitude de ne pas caresser les choses par le sang du poil. On a l'habitude de dire les choses telles quelles. Moi particulièrement, j'ai été suspendu dans ce procès parce que je me suis dressé contre un juge qui apparemment était corrompu. Un juge qui juge l'affaire de diffamation, à qui le pouvoir avait donné toutes sortes de gratifications, de largesse, pour qu'il ne dise pas le droit. Je me suis dressé contre lui, j'ai été suspendu, et je dis Alhamdulillah. Si c'était à refaire, je l'aurais refait. Parce qu'après 40 ans de barre, je n'ai plus rien à attendre de cette justice, que la justice elle-même, que la justice soit totalement rendue, toujours rendue. Je profite de cette occasion aussi pour rendre hommage à Saïd Larifou. Saïd Larifou, vous l'a dit, il a traversé Montzégo pour venir 10 000 km pour venir assister bénévolement notre client comme Ousmane Sonko. Ce n'est plus un confrère, c'est un ami, c'est un frère. Parce que après plusieurs mois de collaboration, on s'est familiarisé, je connais sa famille, il connaît ma famille. Quand je vais à Paris, je suis chez lui. Quand il vient chez moi, on est pratiquement tout le temps ensemble au Sénégal. Donc je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Et je profite de cette occasion aussi pour lui dire que nous sommes de tout cœur avec le combat qu'il mène dans le cadre de sa lutte contre Azani. Parce qu'il faut le dire, c'est un opposant comme Ousmane Sonko qui a été injustement exilé du fait de ses opinions politiques. Par conséquent, nous avons le même combat que lui. Pactef Comore qu'il a créé, ainsi que d'autres Pactef sur le plan africain, je pense que suivons le flambeau du Pactef sénégalais, du projet de Ousmane Sonko. Je vous remercie.
céder la parole au ministre Mohamed Daoud. Oui, donc je tiens quand même à rendre hommage à mon confrère, ami et grand frère, le doyen, notre doyen, Ousseynou Fall. C'est vrai, la première fois je suis venu assister Monsieur le Président Ousmane Sonko dans le cadre d'affaires en diffamation. Je suis arrivé et la veille du procès, on l'a cherché partout au Sénégal, à Dakar, pour lui signifier sa suspension. La veille du procès. Il était traqué, recherché partout, puisqu'il fallait absolument lui notifier cette décision de suspension pour l'empêcher de ne pas être à l'audience. Ça, je m'en souviens. Et j'ai choisi l'avocat, avec un grand A, qui, malgré cette suspension, c'est l'image que je retiens de lui, qui est venu dans la salle d'audience sans la robe, mais l'avocat était là. Qui est venu dans la salle d'audience, on lui a clairement dit que vous n'avez pas droit à la parole, mais vous pouvez tout faire à un avocat sauf l'empêcher de ne pas prendre la parole. Sans la robe, mais il a pris dans la salle d'audience. Ça, pour moi, je tenais quand même à faire remonter cet élément extrêmement important. Bon, sans compter aussi la veille, alors que notre confrère Branco devait être avec nous à l'audience. Il a été, pas empêché, c'est un mot gentil, mais il a été brutalisé et refoulé aux frontières. La veille également. Ça, ce sont des éléments de l'histoire qui méritent d'être soulignés pour rendre hommage à ces courageux avocats qui ont fait don de soi pour la cause. Bon voilà, je tenais à le dire. Voilà. Bon, je cède maintenant la parole aux représentants de l'opposition comorienne. Je suis aussi leur avocat. Par ailleurs, je suis aussi leur avocat. Salam alaikum. Maître Larifou et les autres ont parlé du Sénégal, de la situation, mais Boubacar a dit qu'on devait parler Afrique aussi. Et on a ouvert la voie pour parler des Comores. Et merci, mesdames et messieurs les journalistes, d'être venus à cette entreprise. D'autres parmi vous de si loin, au lendemain de la fête nationale du Sénégal, mais également de l'investiture de son Excellence, M. Bassirou, dans ses fonctions de président de la République. Il s'agissait d'un événement historique, une leçon de démocratie pour l'Afrique, et je me devais aujourd'hui de féliciter le peuple sénégalais et saluer aussi le courage et la détermination de la jeunesse sénégalaise, qui a donné une leçon de démocratie à tous les jeunes africains. Parce que sans cette élection et sans cette jeunesse, on ne serait pas là aujourd'hui. Je me rappelle d'Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Il disait qu'un bulletin de vote très puissant qu'une balle sortie dans le fusil. Et les jeunes sénégalaises l'ont montré avec le. Je voudrais aussi saisir cette opportunité, marquer le devoir, remercier mon frère sénégalais de l'honneur qu'ils nous ont fait de nous avoir invités à participer à cet important événement. Je remercie également les organisateurs de cette conférence, notamment le Larifou, notre conseil,
qui a permis de prendre la parole aujourd'hui au nom du collectif des 5 candidats de l'opposition comorienne qui ont participé aux dernières élections présidentielles. Je vais me présenter, moi c'est M. Daouda Abdelhamid, maître dit tout à l'heure, je voudrais aussi le rappeler. J'ai été candidat en 2016 avec maître sur 27 candidats, si je me rappelle bien. Il est arrivé 5e, moi je suis arrivé, non 4e, c'est ça? Moi je suis arrivé 7e. Mais au moins c'était des élections que tout le monde avait reconnues. Cette fois-ci, avec la situation, il s'est trouvé à l'étranger. Mais les leçons que je retiens de cet exil, c'est mieux qu'il soit exilé. Parce qu'aujourd'hui, cet exil a permis de faire un travail très important pour notre pays et pour l'Afrique en général. En 2024, il n'a pas pu se présenter. Mais nous qui sommes restés au pays, nous avons quand même continué le combat et participé pour préserver la démocratie autrement, malheureusement. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons souhaité vous rencontrer devant le monde entier. Et le Comorien de l'intérieur comme de la diaspora qui nous écoute et qui nous regarde pour communiquer, informer l'opinion nationale et internationale sur la crise post-électorale qui prévoit une de Comores suite à la publication des résultats fabriqués par la commission électorale soi-disant indépendante. Maître l'a expliqué tout à l'heure, comme manière bref, des élections, comment ça s'est déroulé. Mais je voudrais porter à votre connaissance qu'à l'Union de Comores, l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure de la vie politique comorienne. Et que par les enjeux et les choix de l'avenir du pays, mais aussi par la participation. En 2024, le corps électoral a été confié conformément au texte en vigueur, parce que ces élections, quand même, portent un regard particulier sur l'application des textes. Et que nous avons candidaté. Le corps a été convoqué le 14 janvier 2024. Et ce jour-là, je préfère vous exposer les faits pour que vous compreniez un petit peu la situation. Et ce jour-là, les électeurs sont présentés aux yeux dans les bureaux de vote à l'heure qui a été fixée. Malheureusement, les représentants des candidats de l'opposition ont été admis tardivement dans les bureaux de vote. Cette admission tardive a permis le bourrage des urnes systématique qui est fait sur le territoire national. Malgré ça, mais à 14 heures, les représentants des candidats ont été expulsés sans fondement juridique dans les bureaux de vote. Et les militaires se sont permis de ramasser les yeux. C'était une organisation bien planifiée et que personne ne pouvait empêcher. Moi-même, j'étais témoin de cette situation en juin parce que j'étais là-bas. Et aucun dépouillement n'a été fait dans les bureaux de vote, ni la présence des représentants des candidats lors de ces débats. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que le même jour, dans la journée, la CENI a annoncé un taux de participation de 100%. Le 16 janvier, le jour de la proclamation des résultats, ils ont annoncé un taux de participation, non, 60%, le 14, et le 16, ils ont annoncé un taux de participation de 16%. Vous avez déjà les incohérences des chiffres. Pire encore, la Cour suprême, on ne sait pas par quelle magie, le 24 janvier, quand ils ont publié pour valider ces résultats fabriqués, ils ont annoncé un taux de participation de 56%, sans pour autant expliquer les nombres de voix qui ont été rajoutées pour permettre de tirer le taux de participation à 56%. Donc, malgré toutes ces irrégularités, nous avons, sous
Conseil de Maître Larifou, déposé des requêtes auprès de la Cour suprême qui n'ont pas été prises en compte. Il n'y a pas eu de débat contradictoire malgré tous les preuves que nous disposaient des vidéos, des images, des témoignages, mais la Cour a décidé le résultat. Je tiens ici à saluer la jeunesse comorienne parce qu'ils ont dénoncé ces résultats. Vous savez tous, il y a eu des blessés, plusieurs blessés, il y a eu des morts. Alors, je vous parle, il y a eu des jeunes qui sont détenus arbitrairement dans les casernes de la gendarmerie depuis plus de 2 mois sans pourtant se présenter devant un juge. Violation des procédures, comme le doyen vient de dire. Parce que ce qui se passe ici, puisque c'était une équipe, Macky Sall et Azali, a plus de répercussions au Comores. Donc c'est un mode opératoire. Donc face à cela, nous avons opté pour une stratégie, 3 volets. D'abord, je l'ai dit, utiliser tous les voies légaux dont nous disposons pour faire annuler ces résultats et demander l'organisation dans les élections. Nous avons entamé aussi des démarches diplomatiques, rencontré des pays, saisi des chefs d'État, et je tiens à saluer certains pays qui ont témoigné leur soutien à notre combat, notamment les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Union européenne, qui ont demandé des explications par rapport aux résultats qui ont été publiés, qui n'ont pas répondu ni félicité le président Azali. Donc, tout ça, on fait qu'aujourd'hui, à partir du 26 2024, Azali a souffert d'une légitimité, de rencontre de légitimité ou de légalité. Donc nous travaillons pour organiser des états généraux, pour proposer des solutions de sortie de crise qui permettraient à notre pays de respirer, et nous comptons suivre la voie qui a été tracée par le pasteur ici. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que c'est une leçon de démocratie et qu'enfin nos différents pays puissent se développer sur la base de la démocratie et de la liberté. Voilà à peu près ce que j'avais à dire par rapport à la situation au Comores, mais je pense que cette histoire du panafricanisme, il faut un travail pédagogique. Faire découvrir les Africains entre eux-mêmes, se découvrir. Aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe au Sénégal, bien qu'auparavant, je l'ai toujours su, mais j'ai pu avoir des éléments davantage par rapport à la situation. Et même que j'ai pu partager la situation qui prévoit au Comores. Voilà ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, vous savez, on est vendredi et qu'en tant que musulmans, nous devons aussi rendre la grande prière. Sinon, il y a beaucoup à dire par rapport à cette situation. Et je suis disposé à répondre à vos questions, si jamais. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je m'appelle Bakiri Nahamid. Je suis étudiant comorien, résident ici au Sénégal. Si on me donne la parole, je ne pouvais pas refuser. Normalement, je dois parler, même si 1 minute. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer le combat mené par nos dirigeants, nos grands frères, pour que demain, nous et nos enfants puissions avoir une bonne vie et un avenir meilleur, bien un avenir radieux. Donc je tiens à féliciter l'ex, parce qu'avant qu'il est maître, mais il est aussi ex-ministre des Affaires étrangères, si je me souviens très bien, et l'ex, voilà, et aussi l'ex-ministre de l'Intérieur. Donc je vais arrêter là et vous remercier, vous tous. Donc je veux dire merci à
Merci beaucoup. Bon, maintenant, J'aurais voulu rajouter quelque chose sur les Comores, si vous permettez juste. Vous verrez avec les montages, chers amis. Alors, la relation qu'il y a eu, la relation entre les Comores et le Sénégal est une relation séculaire. Ça date d'il y a des centaines d'années. Les Sénégalais sont partis là-bas et aujourd'hui j'apprends qu'il y a des professeurs comoriens, c'est ce matin si vous me l'appreniez. Donc c'est symbolique d'une Afrique unie. Seule solution pour sortir ce continent de l'ornière. Je remercie la communauté comorienne de France, sous l'égide de Maître Larifou et de notre ami Kassim, sont toujours venus nous soutenir lors des manifestations hebdomadaires. Je dirais bien hebdomadaires, parce que tous les samedis, on savait se retrouver sur une place, ou la place de la République à Paris, ou la place Trocadéro, et faire une marche. Ils étaient toujours à nos côtés. Donc j'en appelle à la communauté sénégalaise de Paris, de France. Nous nous devons de renvoyer l'ascenseur à nos frères comoriens. Nous allons nous constituer pour à chaque fois organiser la même chose qu'on a fait pour le Sénégal, organiser des marches, pour que Azali ne se sente pas non plus en paix. Parce que ces dictateurs-là, il faut les perturber, il ne faut pas qu'ils aient le sommeil tranquille. Celui qui perturbe toute une communauté dans sa vie, qui devrait être une vie de décence, mérite également d'être secoué. Donc nous le déclarons à M. Azali, nous viendrons nous occuper de votre cas aussi. Nous allons nous mobiliser partout en Europe et ailleurs aux États-Unis aussi pour faire savoir ce que vous faites chez vous. Nous allons déloger tous les dictateurs africains pour que nos populations soient respectées. Ils ont une dignité. Que les instances internationales comprennent très bien que les Africains ont besoin de recouvrer leur dignité. Et c'est dans une légitimité totale. Voilà ce que je voulais dire à la communauté sénégalaise, de soutenir les frères comoriens pour que l'on puisse libérer ce pays qui est frère également. Merci. Alors, je suis Babacar Fall. Je vis en Europe depuis belle lurette, une cinquantaine d'années, je dirais. Mais on n'a jamais oublié l'Afrique. Pendant 20 ans, pour ce qui me concerne, j'ai sillonné l'Afrique au titre de consultant dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie. J'ai fait une dizaine de pays. Souvent, je me rendais même dans des pays où on entendait crépiter les balles la nuit, et alors que j'étais au ressort. C'est vous dire que c'est risqué, tout ceci est risqué, mais nous nous devons de le faire. C'est nous qui le ferons par nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer si ce n'est les Africains par eux-mêmes. Symboliquement, j'ai eu une demande du Congo RDC, et là je le soumets à Maître, qui me disait, mais dites à M. Sonko de venir nous libérer. Donc ça, c'était une demande, une requête à Paris, samedi dernier, des Congolais. Je dis non, il n'appartient pas à Ousmane Sonko de venir vous libérer. Prenez-en l'initiative et on vous soutiendra. Il est certain que dans ces pays-là, la dictature est bien plus féroce. C'est Macky Sall à côté pourrait même être un gentil bonhomme. Mais ce qu'on a fait à Macky Sall, là, qui est parti, nous allons faire la même chose à tous ces dictateurs qui sont dans la folie du pouvoir, parce qu'à un moment, ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas le prophète, ils pensent qu'ils sont Dieu et prophète. Il va falloir les aider à sortir de là. C'est une folie, c'est un traumatisme. Ce ne sont pas des gens normaux. Ils sont dans autre chose. Donc il faut les aider à sortir de leur folie pour que les gens puissent regagner leur dignité et leur sérénité. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Je voulais juste rajouter, compléter M. Bacar par rapport aux relations comoro-sénégalaises. On n'est pas des pays amis, on est des pays frères. Vous savez que le premier président comorien, il avait comme conseil juridique sénégalais. Donc c'est tout à fait naturel si aujourd'hui Maître Larifou fait partie des conseils de M. Sonko. Il nous a renvoyé le sens de la loi. C'est naturel. Mais on a mené le combat et c'est d'une fierté. Mais si on est l'Europe pour aller dire non, non à la dictature. D'accord. Vous avez des questions, je pense. Il y en a des questions.
Tu as des questions ou bien tu veux prendre la parole? Ah, je vous laisse. Il veut parler. Oui, allez-y. Je vous laisse la place. Il vient de la Mauritanie. Ah, Il vient de la Mauritanie. il y a des choses à faire là-bas aussi. C'est des bandits qui sont là-bas aussi. Ah oui, oui, c'est des voyous. Bonjour à tous et à toutes. Je salue tout le monde. Je m'appelle Diagueba Noudiawara. Je suis mauritanien. J'étais là depuis mon lycée. C'est ici que je faisais mon lycée à Karim Baïpal. Les gens qui connaissent ici au Sénégal, Karim Baïpal, c'est très loin d'ici. Mais je suis venu ici parce que c'est important pour moi. Je me rappelle bien, lorsque je suis venu ici au Sénégal, j'ai fait CDG. Et je me suis regretté pourquoi ne pas venir faire au collège même. Parce que j'ai compris l'importance de l'Afrique, l'importance de mon pays. Je crois que nos doyens ont tout dit. Mais aujourd'hui en Afrique, pour moi, d'après mes analyses, on a deux combats. C'est combat externe et interne. Parce qu'on a des leaders, on a des combattants qui sont déterminés, qui sont là pour le peuple. Mais il y a certains qui les empêchent toujours. Maintenant, nous les jeunes, c'est à nous de prendre nos responsabilités, de prendre nos destins en main. Parce que quand on dit peuple, tout le monde parle peuple, toujours c'est le jeune. Donc, il y a certains qui n'ont pas, c'est-à-dire, je vais dire un proverbe soniqué, je traduis ça en français, dit que si ton père te donne un grand boubou, toi-même il faut mettre une poche. Ça c'est la première. Nous aussi, on a un leader qui est là pour la jeunesse, qui est là pour le peuple, qui se nomme Brahim Daoulabé, qui est toujours là pour la jeunesse. Donc, le pan-africanisme, c'est important pour nous, parce que le pan-africanisme, c'est pour la jeunesse, surtout la jeunesse africaine. Donc, tout ce que je peux dire, c'est remercier M. Ladjousseli, il m'a invité, et je dis que je vais tout faire. Aujourd'hui, c'est vendredi, mais je vais tout faire pour venir ici. Rimba va c'est loin, mais c'est important pour moi de venir ici, et je remercie tout le monde. Merci. J'ai une question pour nos doyens sénégalais qui sont ici, si c'est possible. Est-ce que vous êtes déterminé, c'est-à-dire vous êtes prêt à venir nous aider, nous les jeunes Comoriens? Vous êtes prêt à venir en Comore ou bien à faire tous les moyens d'aider les citoyens comores? C'est ma question. Nous sommes certainement disposés, hein, parce que, comme je dis, les Comoriens sont toujours à nos côtés lors de nos manifestations à Paris et ailleurs en Europe. Et ça nous encourageait, on sentait une solidarité pour la même cause. Parce que nous souffrions de gens totalitaires. Quelqu'un qui veut tout prendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que Dieu n'a donné à l'humain qu'un seul estomac. Il n'y en a pas deux, hein. Il n'y a pas un être humain qui ait deux estomacs. Ou plus, non. Alors, avant de le remplir et de vraiment bien l'étoffer, il faut laisser les autres aussi disposer de leur légitimité à se nourrir convenablement et tout ça. Donc, c'est d'où le fait que je disais, il faut que les humains, les Africains s'intéressent à la chose politique. Parce que ici, la politique, elle est perçue comme étant une bande de voyous, et effectivement, c'est des voyous pour la plupart d'ailleurs. Mais c'est autre chose. C'est s'occuper des humains, c'est noble hein, comme démarche. Quand on voit des enfants qui sont dans la rue ici, livrés à eux-mêmes, qui vont chercher à manger eux-mêmes, et qu'on se dit croyants, en quelle religion sommes-nous là? Des enfants, 5-6 ans, on leur demande d'aller chercher à manger? Les responsables politiques, ils sont où? Vous allez à l'hôpital de Paris, ils n'arrivent pas à se soigner. Le plateau technique n'est pas bon parce qu'on a détourné l'argent du pays à des fins personnelles. Et on laisse le pays en rade. C'est ça qu'il faut arrêter. Toutes ces violations des droits de l'homme, il faut les arrêter. Donc, ça va démarrer certainement, il y a un nouveau souffle, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de panafricanisme, mais il y a un premier souffle là qui vient de surgir. Il faut que l'on aille plus loin, étape par étape, et aller jusqu'au Comores,
libérer les Comores, et c'est pourquoi je disais, Azali, qu'il s'attende à ce qu'on vienne s'occuper de son cas. On va parler de lui à l'international, comme on a fait pour Macky Sall, qui a fini par quitter le palais. Parce que s'il n'y avait que lui, il ne quitterait pas. Le matelas est très doux. Hein? Donc une fois là-dedans, on ne veut pas quitter. On mange la bonne chair pendant que le peuple mange du poisson séché. Hein? Donc, tout cela, il faut l'arrêter. Ils sont dans des tourments de folie. Si vous ne les arrêtez pas, ils ne quitteront pas. Et c'est pourquoi ils tuent. Parce que quelqu'un de normal ne tue pas son prochain. Quelqu'un de normal ne tue pas. D'accord? Si on en arrive à tuer, je ne dis pas une personne, 2, 3, mais une centaine, c'est qu'on est dans une démence. Voilà. Donc, et ceux-là qui sont acolytes, qui mangent autour du bol, ils les mettent dans des bulles. Tu es le plus beau. Et le bonhomme, il se dit, ah bon, je suis très beau. Hein? Donc, il ne quitte pas. Il faut les aider. C'est une manière de lutter, c'est les aider à partir. Voilà. Mais les Comores, nous allons nous occuper de ça. J'ai dit à Maître que nous allons constituer un noyau dur pour faire la même chose qu'on a fait pour le Sénégal. Voilà. Alors, pour ma part, je crois que ce qu'il va falloir organiser, c'est que les aides sont multiformes. Moi, pour ma part en tout cas, je vous garantis quelque chose, c'est que s'il y a des contributions financières et tout comme ça, vous pouvez me saisir, on va me donner ma contribution. Parce que sur le plan disponibilité, je ne suis pas, je dis encore une fois, très disponible. Je suis, lui le sait, je suis très rarement dans les manifestations même du PASTEF, alors que je suis dans le MONCA du PASTEF en France. Donc je suis membre du PASTEF et je suis membre des cadres du PASTEF. Mais très rarement dans les manifestations. Par contre, les contributions, là, je dirais, je suis... il est suffisamment. Non, là, je suis très actif. Mais là, ce que vous faites déjà, c'est une forme de contribution. Voilà. Là, votre présence ici, c'est déjà une forme de contribution. Donc, n'hésitez pas. Et je me demande même si ce n'est pas la contribution la plus précieuse. Voilà. N'hésitez pas à saisir les différentes organisations pour les contributions financières, parce que c'est très important aussi. Quelquefois, quand les gens vont sur place, ils ont des blessés. Je me rappelle quand il y avait des blessés sur Ziguinchor et tout ça, on a fait une contribution immense. Parce qu'à l'époque, les camarades du PASTEF à Dakar nous ont fait comprendre qu'il n'y avait rien dans les caisses et qu'il fallait quand même faire quelque chose. Donc on a vraiment contribué à la hauteur de nos moyens en tout cas. Donc n'hésitez pas pour ça, d'accord? Monsieur le journaliste, vous avez une question? Oui, j'ai deux questions concernant aussi Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Après sa prestation de serment, il entre en commission. Maintenant, vous, en tant que PASTEF Africa, avez-vous un message à lancer au nouveau chef de l'État? La deuxième question, ça concerne la cause panafricaine. Qu'attendez-vous du nouveau chef de l'État? Bon, au nouveau chef de l'État, d'abord, mes voeux de réussite dans ses actions, et puis mes voeux de réussite également au Sénégal. Voilà. Bon, maintenant, il l'a dit, hein, que chaque bulletin de vote qui ont amené qui l'ont amené jusqu'à obtenir 54%, 54,28%. Chaque bulletin de vote et pour lui est une dette morale. Voilà, il l'a dit et je le répète, c'est une dette morale. C'est un bulletin d'espoir. Tous les bulletins qui se sont additionnés jusqu'à arriver à 54,28% au premier tour, c'est un bulletin d'espoir. Et je le connais, je connais Ousmane Sonko. Ils ont déjà fait don de leur personne, non pas pour jouir le pouvoir pour le pouvoir, mais pour être au service de la nation et du peuple sénégalais. Bon, maintenant, l'Afrique, nous n'avons pas émis un bulletin, mais nous avons soutenu. Je me rappelle lorsqu'il y a un ami sénégalais
qui faisait mon affiche avec Diomaye, et puis Ousmane Sonko, il a dit je vote. Ousmane Sonko, Diomaye, j'ai dit non, je ne vote pas, je soutiens. Vous voyez, je dis non, rectifiez, mettez je soutiens, mais je ne vote pas. Non, donc il y a ceux qui ont voté, il y a ceux qui ont soutenu. Et le soutien des Africains, c'est un soutien aussi moral. Et puis parce que nous voyons en leur démarche un espoir. Si aujourd'hui mon petit frère parle des Comores et dit est-ce que vous êtes disposé à nous aider, c'est parce qu'il y a un espoir. Pas seulement les Comores, mais l'espoir de tous les peuples d'Afrique. Et cet espoir est venu ici. Et par d'ici, voilà. Et il faut dire les choses. L'Afrique est très fière du Sénégal. Voilà. Ça, c'est le message panafricain, c'est que l'Afrique est très fière du Sénégal. Je me rappelle, après l'élection, la victoire, et demain, moi, je suis retourné à Paris. Je suis arrivé dans une salle d'audience, lorsque mes confrères, et même la présidente du tribunal, la cour d'appel de Paris m'ont vu. Et tout de suite, ils ont partagé cette victoire avec moi. Ils sont venus me saluer pour... Vous voyez, donc, cette victoire a été saluée par tout le monde, au-delà même de l'Afrique. Et c'est une très belle leçon que l'Afrique a donnée aussi à certains qui pensent qu'ils sont les seuls capables de parler de la démocratie, voire même de la pratiquer. Bon, donc, oui, nous partageons cette fierté. Et je vais même très loin. Je ne vais pas le dire de quoi il s'agit, mais nous avons un prix spécial pour le peuple sénégalais. Et ce prix-là sera connu dans les prochains mois, prochaines années, puisque le peuple sénégalais mérite une distinction et nos organisations réfléchissent et vont très prochainement, Inch'Allah, faire savoir au monde entier le prix décerné, non pas un pouvoir, puisqu'il faut faire la différence, mais il y aura un prix décerné au peuple sénégalais. Bon, ça, le monde entier le saura dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais nous y travaillons. Puisque je pense qu'il faut que nous arrivons en Afrique à distinguer les meilleurs, nos champions. Il faut valoriser nos champions. Comme ça, ça va pousser les autres aussi à faire autant. Et les cancres, il faut les sanctionner pour qu'ils deviennent meilleurs aussi. Puisqu'il y a des cancres, et puis il y a les meilleurs. Bon, donc les champions, nos champions, c'est le peuple, notre champion, c'est le peuple sénégalais, donc il sera distingué. Et puis les cancres, bon, ils auront leur distinction aussi. Donc, bon, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, je pense que cette victoire est la victoire du peuple sénégalais. Et cela mérite d'être soutenu, mérite d'être dit partout, pour que ça inspire d'autres peuples aussi à se libérer. Voilà. Et nous ne voulons pas que ce qui s'est passé ici soit banalisé. C'est tout sauf un acte banal. Moi, j'ai quelques préoccupations. Mais bon, puisque le temps presse et puis bon, les confrères ont déjà beaucoup d'éléments, je voulais juste résumer quelques trucs, quelques points que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que quand on parle de la victoire à la présidentielle cette année, tout nous ramène au président Ousmane Sonko. Alors, ce dernier-là, dans sa longue marche vers le pouvoir, il a toujours eu à l'idée d'imposer un rapport de force avec le pouvoir sur place. Il a toujours été focus sur le rapport de force. Alors, ça a été favorisé par un certain nombre de facteurs, dont la presse qui a vraiment joué le jeu, parce que si la presse elle est libre et indépendante, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a aussi le cas des réseaux sociaux. Alors, vous comptez vous organiser pour, je pense, faire la même chose dans les autres pays. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la configuration de ces pays-là, manque de démocratie, les marches sont interdites, etc., comment comptez-vous vraiment vous organiser pour essayer d'imposer ce rapport de force-là aux différents pouvoirs dictatoriaux, je dirais comme ça, qui sont sur place dans les pays respectifs, comme vous le dites, 40 ans, pendant 40 ans, on est au pouvoir. Vraiment, ces choses-là doivent se sécuriser. Alors, comment
ma question c'est de savoir comment comptez-vous vous organiser vraiment pour venir à bout de ces pouvoirs dictatoriaux-là. Deuxièmement, vous avez parlé de PASTEF, vous avez parlé de 8 personnes, etc. Mais c'est parce que, globalement, la jeunesse a eu droit dans ce groupe-là. C'était relativement tous jeunes. La preuve, le président, il a moins de 45 ans. Sonko lui-même, il est dans ce siège-là. Donc, c'est parce que ces gens-là étaient jeunes. Et ils avaient tous une fonction qui leur permettait d'avoir une certaine liberté. Ouais, parce que généralement, c'est des inspecteurs des impôts et domaines, etc., qui avaient un certain traitement qui leur permettait de faire certaines choses, une certaine liberté. Alors, ce qui n'est pas franchement le cas aussi dans d'autres pays. Ouais. Donc, il y a toute cette conjonction de facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est parvenu à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que des pouvoirs, des gens qui sont étiquetés avoir beaucoup d'argent, par exemple, ça a été le cas du candidat du pouvoir, le candidat Amourba, qui est crédité d'avoir beaucoup de sous. Malgré tout, ça n'a pas fait que les gens ont voté pour lui. Parce que, comme je le disais, le niveau de conscience est arrivé à un niveau tel que, même quand vous avez de l'argent, les gens peuvent prendre et aller voter selon leur conscience. Il y a eu aussi des institutions fortes, des juristes qui pouvaient, malgré tout, quoi qu'on dise, prendre des décisions qui ne vont pas forcément en faveur du pouvoir en place. On a vu comment, on peut dire, le président Diomaye s'est faufilé entre les mailles du filet pour pouvoir être candidat quand même, parce qu'il fait partie d'un parti qui a été dissous. Malgré tout, il a pu être candidat. Le candidat du pouvoir a essayé de freiner cette candidature-là parce qu'il a essayé de déposer un recours. Ça n'a pas marché. Donc ça veut dire que les institutions aussi ont leur rôle à jouer. Ce qui n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, forcément le cas dans beaucoup de pays, vous le savez même. Donc, je pense qu'il y a toute cette conjonction de circonstances qui ont favorisé cette émergence, cette envie en Afrique, au Sénégal, de changement. Donc, c'était un peu quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Et quelque part, je pense que j'ai noté quelque part, Maître Fall, voilà, vous avez parlé de grands ensembles, d'économies fortes, etc. Alors que le président Diomaye, ça c'est la seule question, durant la campagne, a parlé de monnaie, qui a suscité beaucoup d'interrogations. Le Sénégal, d'après le président Diomaye, pour avoir sa monnaie, alors que vous parlez de grands ensembles, vous avez cité l'Europe, etc., etc. Quelle est votre position sur cette question de la monnaie? La question de la monnaie, c'est la liberté. Aujourd'hui, cette monnaie CFA prive nos pays sous cette dictature, c'est une forme de dictature aussi, hein, prive nos pays de 50% de leur richesse, qu'ils donnent gracieusement à la France. La France met cet argent sur les marchés financiers, dégage encore des bénéfices et leur prête de l'argent. Donc les endette. Et plus vous êtes endetté, moins vous en sortez. Donc on vous engloutit. Il faut sortir de tout ça. C'est du théâtre, sincèrement. Il faut que, moi je dis, il faut avant qu'on ne quitte ce monde, il faut arrêter ça. On vit. Parce que tout ça est parti du complexe du fait de l'histoire. Hein. On a été colonisé, l'autre nous a toujours opprimés, nous a inculqué sa culture. Là, on ne parle pas en wolof, on parle en français. Bon, c'est peut-être une richesse quelque part aussi, hein, si on est de pays différents. Mais moi, dans mes vidéos, enfin, il est arrivé que je fasse des vidéos, je dis à Macron, arrêtez. On en a marre. Vous prenez nos richesses, vous dites à nos enfants, ne venez pas, et vous sévissez chez nous. Vous soutenez des dictatures. Et je puis vous dire, hein, là je vais lui envoyer la musique. Moi j'habite non loin de la nouvelle cité de la langue française. Je suis à 10 minutes. Et le jour où récemment il est parti là-bas, je suis parti avec mon épouse, qui est très active aussi, hein, pour qu'il me serre la main sous les médias. J'allais lui tenir, même depuis qu'on l'a giflé malheureusement,
il ne va plus dans un public comme ça. Je voulais lui tenir la main et lui dire, écoutez, dites la vérité aux Français, arrêtez de soutenir les dictateurs africains. J'allais lui parler comme ça. Moi, je m'appelle Fall. Dans nos familles, les Fall, ils ont toujours combattu la colonisation et tout ça. Hein. Donc, j'allais lui dire, arrêtez de leurrer les Français. Dites-leur ce que vous faites en Afrique. Et là, s'il m'écoute, qu'il arrête de soutenir les dictateurs africains et il n'y aura plus d'immigration. Il n'y aura plus d'immigration. On a assez de richesses. Si on les développe avec honnêteté, avec probité, mais nous sommes des pays prospères par essence. On a tout, du diamant, de l'or, tout. Sous nos pieds, il y a tout. Il y a l'heure de la prière. On pourrait... Par rapport à votre problème de la monnaie, ce n'est pas le problème de la monnaie en soi, ce sont les mécanismes qui sont mis en place. Ils appauvrissent l'Afrique. Donc il faut revoir ces mécanismes, et après le reste ira tout seul. Bon, quant aux spécificités de chaque pays, effectivement, il y a des Afriques, on n'a pas une seule Afrique, avec des spécificités pour chaque société. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des fondamentaux, des valeurs universelles qui sont partagées par toutes les sociétés, et notamment en Afrique. Il y a des points de convergence, il y a des points communs, puisqu'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, et tous les se sont tous sentis sénégalais. Se sont tous sentis sénégalais, tous les peuples d'Afrique. Donc, s'ils se sont sentis sénégalais, c'est parce qu'il y a des valeurs qui ont été mises en évidence et défendues par le Sénégal. C'est cette valeur de liberté. Et toutes les libertés, la démocratie, c'est dans les constitutions de tous les pays d'Afrique. Donc, on ne viendra pas aujourd'hui nous dire qu'en Mauritanie, c'est impossible, puisque Mauritanie, c'est une autre société à part, on ne peut pas parler de liberté. Non. Bon. Et puis après, ça a été dit tout à l'heure, il y a des approches, il y a des stratégies à mettre en place, et puis il y a aussi une éducation aussi civique à mettre en place. C'est, à mon avis, ça va être l'un des travaux que nous allons mener, puisque nous n'allons pas tout de suite dire que, écoutez, il y a un tel schéma, on va l'imposer. Non, il y a toute une approche, il y a tout un travail qui a été fait. Hein? Moi, je voulais rajouter un peu pour conforter ce que vient de dire mon éminent confrère et ami Saïd Larépou, que pour chaque situation, il y a une approche différente. Tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir, vous avez dit en fait qu'au Sénégal, Ousmane Sonko a voulu privilégier un rapport de force. Non. Si c'était un rapport de force, ça ne serait pas passé comme ça. Avant tout, Ousmane Sonko prônait la résistance, mais jamais la force. La force brutale, on ne pose pas la force. Ousmane Sonko a toujours privilégié la vérité sur le mensonge. Non, je ne parle pas de force physique. Non, je sais, laissez-moi vous répondre. Par conséquent, pour répondre aux appréhensions de nos confrères de la Mauritanie et des Comores, nous autres avocats, nous appartenons à la République la plus libre au monde. Par conséquent, l'autre jour, j'en parlais à mon confrère Larépou et à M. le ministre, que nous autres, moi personnellement, je suis disposé, comme lui, il est venu ici au Sénégal, bravant les FDS de Macky Sall, hein, risquant même d'être emprisonné comme Branco pour plaider. Par conséquent, je me dis, il ne faudrait pas quand même qu'on fasse le devoir d'ingratitude. Il faudrait, comme l'a dit M. Fall, hein, qu'on puisse aussi rendre la monnaie de la pièce. Par conséquent, nous autres avocats, moi personnellement, je suis prêt. Je l'ai dit l'autre jour devant le ministre et M. Larépou, que je suis prêt à aller plaider là-bas pour la cause des opposants. Et ce que nous, on peut faire, vous autres, vous ne pouvez pas le faire, parce que nous sommes quand même protégés. Un avocat, on ne peut pas l'emprisonner, on ne peut pas l'arrêter comme ça, comme un vulgaire malfrat. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs approches, comme l'a dit Saïd Larépou. Il y a aussi le fait que la vérité, elle est immuable. Seule la vérité finit par triompher. Ousmane Sonko, s'il a triomphé, c'est parce qu'il a la main de Dieu et la vérité. Il y a un philosophe allemand qui disait que la vérité a un drôle de destin. Elle est souvent ridiculisée.
Elle est ensuite combattue par tous les moyens. Mais il finit par s'imposer parce que c'est un don de Dieu. Et Inch'Allah, dans ces pays, la vérité pourra pas triompher du mensonge. Il faut comprendre aussi que dans cette histoire, je l'ai dit tantôt, ce qui se passe ici a des répercussions ailleurs, naturellement. Donc, c'est aussi un problème d'état d'esprit. Ce qui s'est passé au Sénégal avait réveillé pas mal de jeunes dans différents pays et qu'aujourd'hui, nous estimons que c'est une leçon qui a été donnée à toute la jeunesse africaine. Et avec cette... Mais aussi, c'est par rapport, c'est pas une question de rapport de force, c'est par rapport à une vision, au projet qui a été porté par M. Sonko, a fait que tout le monde a adhéré. Aussi par rapport à ce qui se passe en face, la gestion de nos pays fait qu'aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience, à faire la part des choses par rapport à un projet qui les a présenté et à la situation d'où ils vivent. Donc, ils sont obligés de réagir. Voilà. Et une chose que je vais juste ajouter, par rapport à ce que vous avez dit, le rapport de force. Le rapport de force n'a pas été mené par Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est quand Macky Sall lui a dit qu'il était un lion endormi. Donc, dès l'instant que tu dis ça, tu sors de la logique discursive. Tu t'installes dans le combat. Et c'est là où Pastef s'est dit, mais attendez, il va où? Il est lion. Et les autres sont quoi? Ce ne sont pas des agneaux. Voilà le schéma. Et c'est là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, de la presse, bien entendu, il a dit que lui, il est un lion endormi. Et que de toute façon, chez eux, les tièdos, d'ailleurs c'est pourquoi tout le temps, moi je passais tout mon temps à écrire que sur eux, je ne discutais même plus de rationalité, mais j'étais dans la critique. Voilà. Et donc il a dit chez eux, les tièdos, ils meurent armes au poing. Et ils croient que nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des agneaux non plus. Voilà, c'est tout. Donc le rapport de force, moi, à mon avis, il n'a pas été mené par Ousmane Sonko. Hein. C'est-à-dire qu'au Sénégal, souvent, on aime bien reprocher à la réplique plutôt qu'à l'attaque. Vous voyez, l'attaque, on l'oublie. Vous répliquez, on dit, ah, mon moton. Tu vois? Fait que le truc est parti d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, je pense que vous avez des questions, c'est bon. Merci, hein. Je réitère mes remerciements. Et... Maître, on peut disposer de ça, oui. ces documents. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence, puisqu'il y en aura encore. Et merci pour votre disponibilité. Vous voulez parler un peu de... Non, vous l'avez déjà mis. Ah, d'accord.